dites-moi si vous voyez bien mon écran. Et puis, on va pouvoir commencer gentiment. Moi, je laisserai les gens venir au fur et à mesure. Parfait. Bonjour à tous, enfin plutôt bonsoir à tous. Merci d'être venus à cette deuxième partie webinaire. Normalement, maintenant, vous me voyez, hein, je pense. Ouais, parfait. Donc, bienvenue à cette deuxième partie de webinaire à propos de Microsoft Entra. Donc, je vous rappelle, hein, le 9 novembre, on avait évoqué Microsoft Entra Global Secure Access sur la partie 1, à savoir la partie Internet Access. Et là, on va aborder la partie Private Access Deep Dive 2, sachant que la partie Private Access, en fait, elle va être déclinée en deux, enfin, du coup, en deux parties. Celle-là, c'est la partie 1, et il y aura une deuxième partie, parce que là, on va plutôt parler, vous allez le voir, de Quick Access. Et puis ensuite, après, bien évidemment, on parlera de Global Access App, qui est un petit peu plus compliqué que ce que je vais vous montrer là. Mais de toute façon, il faut bien qu'on fasse les choses dans l'ordre. Okay. Donc c'est parti. D'ailleurs, ceux qui ont suivi le webinaire de la fois dernière, est-ce que vous avez pu tester du coup le Global Secure Access de votre côté? Je sais qu'il y a des gens dans la salle qui l'ont testé et qu'ils sont bien satisfaits. Du coup, je voulais savoir si vous avez pu expérimenter ça ou pas. Et bien évidemment, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me solliciter là-dessus. Donc, comme je vous le disais, hein, ça va être simple. On va plutôt faire quand même beaucoup de pratiques. Donc, on va faire une introduction, un rappel rapide du ZTNA. Donc, l'offre du Zero Trust Network Access qui arrive chez Microsoft, qui est en train d'arriver. Et je vous annonce que je pense, de toute façon, en 2024, on aura cette partie tarification qui va arriver sur cette partie Global Secure Access. Mais ça peut être intéressant, bien évidemment, de suivre ces webinaires que je vous propose. Pourquoi? Parce que en fait, vous allez vous préparer pour l'avenir. C'est surtout ça qui est important. Parce que comme vous avez pu le voir, toutes les démonstrations, tout le contenu, c'est vraiment du pragmatique. Ça vous aide à avoir soit un métier, ça vous aide soit à débloquer des points projets, etc. Donc n'hésitez surtout pas à suivre ce genre de webinaire, c'est toujours intéressant. Et donc, du coup, rappel, on parlera ensuite du Private Access et on fera de la démonstration. Sachant que j'ai fait exprès de ne pas mettre les news des Ignite Microsoft Entra ID. Pourquoi? Parce que je vais en parler la semaine prochaine lors du webinaire Conditional Access. Donc, je vais quand même vous dire 2-3 nouveautés, mais on ne va pas trop s'attarder là-dessus parce que ce sera plutôt pour la semaine prochaine. Là, j'ai vraiment envie qu'on s'attarde sur la partie Private Access. Donc, le ZTNA avec le Global Secure Access, comme vous le savez, et je vous rappelle, hein, Microsoft est arrivé avec une offre qui s'appelle Global Secure Access autour de Microsoft Entra Azure Active Directory. Pour la simple et bonne raison, c'est que Microsoft met en place du Zero Trust, met en place des stratégies basées sur le modèle Zero Trust. Hein. Je vous rappelle que le Zero Trust, c'est un référentiel, c'est un standard et non pas une technologie. D'accord? Donc, c'est agnostique. Et donc, Microsoft, depuis maintenant 3-4 ans, se sont dit, c'est bien, on a la partie identité, on a la partie network, la partie device, pardon. Donc, on fait un mariage des deux pour proposer la meilleure alternative possible pour accéder au système d'information. Salut Fred, j'espère que ça va à la réunion. Et donc du coup, là, Microsoft se sont dit, tiens, ça serait bien de rajouter la partie network. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était le maillon manquant dans leur offre. Comme je vous l'ai dit, on l'a rappelé, pour finalement suivre un peu ses compétiteurs comme Aruba ou Zscaler, pour ne pas les nommer par exemple. Rappel rapide, le Global Secure Access, c'est ça. Rappelez-vous ce que je vous disais la dernière fois. Qu'est-ce que c'est l'offre Global Secure Access? C'est de permettre d'accéder aux workloads qui sont derrière Azure Active Directory au travers des réseaux Edge privés de Microsoft. C'est-à-dire qu'au lieu que vos paquets soient routés sur Internet sur des routeurs publics, ces paquets réseau, donc sur la couche 3, donc la partie IP, et sur la couche 4, la partie transport, etc., vont surtout être routés sur des routeurs et des edge de Microsoft. Donc, ce qui fait que votre connexion entre votre client, donc quand je dis client, c'est votre poste de travail, et la suite M365 et d'autres applications SaaS qui sont connectées, passera forcément par les edge de Microsoft. Ça veut dire que votre connexion ne sera pas vue sur Internet et elle passe comme si c'était en privé. En gros, si je peux schématiser, c'est comme si vous aviez une express route en fait depuis votre client ou depuis votre infrastructure vers Azure sur la partie M365. Mais là,
en fait, on est sur un autre paradigme, c'est que là, on va prendre les identités pour gérer ça. C'est-à-dire qu'on est capable maintenant d'appliquer, donc j'en parlerai tout à l'heure, d'appliquer des conditional access, même sur du TCP. Chose qui était impossible avant, parce qu'il fallait des proxys, etc. Mais chose qui était impossible avant, parce que les conditional access avec les proxys s'appliquaient uniquement sur du service web, rappelez-vous, par exemple du 443 ou du 80. Maintenant, si j'ai une connexion SSH, d'accord, sur un Linux, ben, je suis capable de la faire passer sur les Edge, sur du private access, et du coup, je vais pouvoir pas faire passer les conditional access derrière. Donc, c'est l'intérêt d'utiliser les identités pour pouvoir faire du Zero Trust, parce qu'en fait, on voit que c'est le pilier numéro 1 pour construire sa stratégie. Donc, dans cette offre, comme vous l'avez compris, elle propose deux variantes, la variante Private Access et la variante Internet Access. Internet Access, nous l'avions déjà abordé la fois passée, et donc là, on va se focaliser sur la partie Private Access. D'accord ? Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, identité endpoint, quand je vais essayer de me connecter à Teams, typiquement, ben, je ne passerai pas sur Internet, mais je passerai sur les Edge de Microsoft. Donc j'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Et donc justement, pour arriver à ce fameux modèle, on a en fait ces trois briques-là, enfin ces trois piliers plutôt, les vérifications explicites, le least privilege et la SUNBridge, qui vont venir se marier entre eux, comme vous pouvez le voir ici, et qui vont proposer un modèle assez flexible, assez adaptable et assez robuste pour qu'une information puisse être consultée et consommée en tout temps avec une source sécurisée. En fait, c'est ça que ça veut dire, hein. C'est ni plus ni moins. Quand on comprend ça, derrière, ça devient beaucoup plus simple pour poser des stratégies, que ce soit sur Azure ou sur M365 ou voire même sur Amazon ou GCP, parce que finalement, le principe reste le même. C'est très important. Et donc là, vous voyez qu'il me manque quelque chose, par contre. Il me manque la partie network ici. Et c'est ça qui va faire que mon offre Zero Trust, finalement, est ZTNA. Là, elle ne l'est pas pour l'instant. Là, elle est que ZT, si vous voulez. Elle est que Zero Trust. Si je veux l'orienter vers du Network Access, il me faut la brique Network, donc d'où l'offre Global Secure Access avec Internet Access et Private Access. Donc voici on va dire l'introduction, un peu longue mais nécessaire pour vous expliquer pourquoi Microsoft s'aventure sur ce terrain, parce que tout simplement, ça devient primordial et mandatory de mettre en place la partie réseau si on veut vraiment faire du Zero Trust, on va dire, jusqu'au bout, pour sécuriser en fait les informations et les applications de bout en bout. Microsoft Entra, comme je vous le disais, donc ça c'est une nouvelle slide, c'est tout simplement en fait un IDP si vous voulez, un IAM, gestion d'IAM si vous voulez, de manière globale. En fait, il fait, plus on avance dans le temps, plus en fait on est en train de l'enrichir avec des fonctionnalités, et comme vous avez pu le voir, plus il est orienté quand même sécurité. Donc vous avez toujours la partie Entra ID, donc, qui est la partie Azure AD, qui permet de vous gérer les users, les groupes, les applications enterprise applications, les SPN, etc., les workload identities. Puis après, vous avez d'autres outils qui vont graviter autour. Donc on a la partie verification ID, ça je vous ai déjà parlé, la partie Identity Governance, External ID, Workload ID, et après vous avez l'offre que je vous ai dit, c'est à savoir la partie Microsoft Entra, Internet Access et Private Access. Donc c'est dans ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vous rassure, hein, tous les autres briques, forcément je vais les aborder dans cette longue série de Microsoft Entra, mais ça sera pour beaucoup plus tard, ok ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et finalement, comme on peut le voir à l'intérieur, tout simplement, il est basé, en tout cas les patterns et les signaux qui sont envoyés sur Graph, forcément Azure AD va venir piocher dans le Graph pour voir s'il y a des identités qui sont corrompues, s'il y a des mots de passe qui sont leakés, etc. Donc finalement tout ça est connecté à Security Graph, qui vous permet d'avoir la solution la plus robuste possible, comme on peut le voir ici, et surtout qui va réduire la complexité, parce que c'est quelque chose d'extrêmement simple. Et d'ailleurs, honnêtement, je vois encore des gens, quelques clients qui ont encore de l'Okta en plus de Microsoft Entra. Honnêtement, avec le niveau de maturité que Microsoft a aujourd'hui, je vois aucunement l'intérêt ou la valeur ajoutée d'avoir de l'Okta. Pourquoi je vous parle de ça, c'est que hier matin, je parlais avec un client qui a de l'Okta, et donc en fait, lui, il a une stratégie, c'est-à-dire que il est en tout ce qui est conditional access, il le laisse à Okta en fait. Donc ça veut dire que Azure AD, il est là juste pour héberger les comptes et les PC via Intune, tout ça, et la partie, on va dire, intelligence d'accès, signaux, est plutôt laissée à Okta. Et en fait, finalement, on se rend compte que quand on fait le mapping de fonctionnalités, Azure AD, déjà, il fait la même chose, et il va même plus loin justement avec cette offre
Global Secure Access et Entra Access. Et surtout, il va plus loin sur le forensic. Parce que derrière, vous avez la même interface dans M365 Defender, surtout si vous avez du E5, pour vous permettre d'avoir du SecOps, on va dire, unifié. Et d'ailleurs, ça rejoint un des piliers du Zero Trust, hein, c'est ça, hein, qu'on oublie souvent, c'est le Assume Breach, parce que le Assume Breach, c'est cette partie-là. Donc forensic, gestion de log, et aussi hunting, c'est-à-dire que quand vous avez des séries d'attaques ou vous avez des alertes, il faut savoir répondre de manière automatique, faire des remédiations automatiques, etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, honnêtement, si vous avez de l'Octa, en plus d'Azure AD, hein, bien évidemment, si vous avez de l'argent, c'est bien, vous avez 2 VM, 2 IP qui se battent en duel, mais moi je trouve que honnêtement, la valeur ajoutée aujourd'hui ne se pose plus. Peut-être avant avec Device Trust, que Okta proposait. Aujourd'hui, Azure AD, enfin MS Entra propose exactement la même chose, voire même mieux et plus intégré. Donc pourquoi ne pas justement profiter de ça. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, donc là, en fait, on a le Policy Engine de Zero Trust de Microsoft qui permet de gérer les signaux entrants, sortants, avec la partie télémétrie, Threat Intelligence, etc. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on avait un mariage d'identité et endpoint. Maintenant, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de rajouter la partie network ici, comme on peut le voir. Et ce qui fait que là, on est absolument complet pour faire du ZTNA. Donc, c'est Zero Trust Network Access, parce que justement, je rentre la partie network ici. Ça, vous connaissez déjà, je vous le remets ici, juste pour vous montrer en fait que la partie Entra, c'est une solution qui est riche. Et aujourd'hui, on se focalise sur la partie Private Access. D'ailleurs, hein, pourquoi, en parlant on va dire d'Octa, etc., en fait, l'intérêt aussi de Entra, c'est que il devient de plus en plus riche sur la partie application, il devient de plus en plus riche sur la partie, on va dire, intégration avec les autres applications. Et comme on peut le voir ici, Microsoft Entra avec le machine learning qui est unifié et qui est donné, donc ça veut dire qu'il y a quand même de l'AI derrière qui va apprendre et qui va vous donner des choses intéressantes. Il y a le Real-Time Evaluation, il y a le CAE, donc le Continuous Access Evaluation, qui vous permet de gérer les tokens et qui vous permet de gérer le change de l'état de service et du token de l'utilisateur pour proposer directement des conditional access à la volée. Et vous avez aussi, là c'est pas marqué ici, mais il y a aussi la partie token protection qui est en train d'arriver. Donc pour l'instant, on n'est supporté que sur SharePoint Online, mais ça viendra bientôt pour pouvoir protéger encore mieux les tokens JWT quand vous vous connectez au travers tout simplement de OpenID Connect et OAuth sur Azure Active Directory. L'intérêt ici, donc la partie private access, c'est qu'on va pouvoir, comme je vous l'ai dit, faire des conditional access pour accéder à des ressources TCP et bientôt UDP, ça a été annoncé lors des Ignite, et on va pouvoir donc avec les conditional access, basés sur ce qu'on appelle le compliant network, utiliser le service Edge, donc le SSE, le Security Service Edge de Microsoft, pour faire des restrictions, pour accéder à toutes ces applications. Vous voyez, le schéma, il est très simple à comprendre. D'accord ? Et là, vous voyez ici, ce qu'on va parler, c'est la partie on-premise. C'est-à-dire que depuis n'importe quelle localisation, je vais pouvoir accéder à une application on-prem, TCP ou UDP plus tard, sans VPN, sans pour autant exposer mon application sur Internet. C'est ça la magie en fait du ZTNA. Et finalement, pour ceux qui l'ont connu, on se rapproche un petit peu de Direct Access. Alors, pour les plus courageux d'entre vous qui ont mis en place Direct Access, je peux vous dire que c'était un peu compliqué parce qu'il y avait l'IPv6, il fallait mettre en place les protocoles, ce qu'on appelle le NAT 624 qui nattait les IP les IP IPv6 vers de l'IPv4. Il fallait mettre en place des GPO, il fallait mettre en place des serveurs. C'était assez complexe comme infrastructure, mais une fois que c'était en place, en fait, vous étiez connecté tout le temps au réseau de l'entreprise. Là, finalement, ce zéro Direct Access, il a été retiré, il a été mis dans les Edge de Microsoft, et comme au travers du client que je vous ai montré la dernière fois, vous allez pouvoir vous connecter en tout temps à ce service Edge et accéder à vos services. Soit IaaS passe directement derrière votre Azure Active Directory, ou alors des serveurs on-prem qu'on va voir ici, RDP, SSH, les printers, accéder aussi à des serveurs de fichiers directement, donc c'est-à-dire à votre partage SMB directement depuis l'extérieur, etc., etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire finalement le Private Access ? Le Private Access, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est tout simplement le fait de donner accès à une application on-prem ou
un partage de fichiers ou ce que vous voulez on-prem depuis l'extérieur sans pour autant exposer sur Internet ce dernier. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de DMZ, je n'ai pas besoin de VPN. Donc je suis sur la DMZ 2.0, c'est-à-dire un accès orienté identité basé sur du network. C'est ça la différence par rapport à d'autres choses. Et en plus de ça, c'est-à-dire que je vais pouvoir authentifier mon utilisateur sur une application qui porte du protocole TCP. Et ça change toute la donne. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. C'est ça l'intérêt, parce que vous allez me dire oui, mais t'es gentil, on est capable d'accéder à des applications depuis Internet via un VPN. Oui, bien sûr, mais le VPN, lui, il fait pas du conditional access, il gère pas la partie haute ni OpenID Connect pour vous permettre de vous connecter sur ces applications. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est un flux VPN qui passe quand même sur... ça reste quand même du VPN. Alors que là, on passe par les Edge de Microsoft. Vous voyez? Donc, il y a quand même pas mal d'avantages par rapport à ça. Et donc là, du coup, on a, comme je vous le disais, un client ici. Dans ce client, on a le Global Secure Access Client. Une fois que c'est connecté, on va créer ce qu'on appelle notre application. Donc, c'est une entreprise application qui va contenir les informations nécessaires qu'on souhaite atteindre depuis Internet. Et là, on va se connecter directement dessus. En faisant ça, en fait, vous avez finalement offrir un mode mobile et sécurisé à la fois. C'est ça qui est important. Donc, vous avez deux modes ensuite dans le Private Access. On a le Quick Access qui est rapide avec un connecteur directement, qui offre ici des services. Soit alors, vous avez le Global Secure Access qui est un peu plus granulaire avec plusieurs applications. Et donc là, par exemple, si vous voulez donner plusieurs applications, plusieurs segments d'applications et faire un profil. Par exemple, vous rentrez, vous dites, bah tiens, les développeurs, eux, ils ont tel type d'application dans lesquelles ils peuvent y accéder à distance. Sans VPN bien sûr. Vous avez l'infra qui ont ce type de segment. Vous avez les achats qui ont ce type de segment, etc. etc., etc. Et là, c'est juste pour faire des tests et des choses assez simples. Donc là, ici, le Quick Access, pardon, une cookie ici, c'est que le Quick Access, lui, si vous voulez, il est par défaut, il est simple à utiliser et puis en plus, il permet de gérer les FQDN ou les IP directement. La partie Quick Secure Access App, elle est un peu plus complexe, enfin, plus complexe, non, c'est juste qu'il y a plus de choses, il y a plus de granularité, c'est-à-dire que là, on va pouvoir construire plusieurs segments applicatifs et en fonction de votre profil, quand vous allez vous connecter depuis l'extérieur, depuis n'importe quelle machine, bien sûr à condition qu'elle ait le client Global Secure Access, vous allez pouvoir accéder à toutes ces applications. Donc attention à bien comprendre ceci, puisque moi au début, j'avais un peu de mal aussi. Parce qu'en me disant ça, je viens de réfléchir. C'est pas parce qu'on donne accès à des applications depuis n'importe où que tout le monde a le droit de se connecter, hein, bien évidemment. Celui qui a le droit de se connecter, c'est celui qui a une machine d'entreprise et qui a le client Global Secure Access d'installer, bien évidemment. Ok? D'accord? Donc ça, c'est important. Et une fois qu'on a fait ça, on active le profil forwarding et on va pouvoir donc l'utiliser. Donc je vais vous montrer tout ça en démonstration. Et donc du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, avec le Global Secure Access App, on est capable de faire des profils. Donc là, par exemple, là, ici, j'ai un développeur qui va passer sur du Global Secure App et vous voyez que je lui donnais accès à plusieurs applications. Donc là, il peut accéder à des lab devices, il peut accéder à des shares directement, il peut accéder à son environnement virtual desktop parce que il a de la VD sur son Azure, il peut accéder à des ressources dans Azure directement ou à des outils de développement, tout ça. Donc en fait, vraiment, c'est en fonction du profil de l'utilisateur ou du profil du groupe d'utilisateurs dans votre entreprise, vous allez pouvoir faire des segments ici et des profils applicatifs par segment. Ou alors, si vous voulez faire un truc brut directement, vous pouvez utiliser directement le Quick Access. Donc, nous, on va faire le Quick Access aujourd'hui, puisque ça prendrait notre temps. Et la fois d'après, on abordera bien évidemment le Global Secure Access App, qui est un petit peu plus complet. OK. Alors, pour la configuration. Très important, c'est que vous imaginez que pour que ça fonctionne, il faut en fait installer un serveur. Et ce serveur, en fait, c'est tout simplement l'application proxy. Donc, ceux qui font de l'Azure AD et qui connaissent bien Azure AD, cette fonctionnalité n'est pas nouvelle, si vous voulez. On pouvait avant faire on peut toujours le faire d'ailleurs, installer ce qu'on appelle le Azure AD Application Proxy. Le Azure AD Application Proxy pouvait nous faire authentifier sur des services web, comme par exemple SharePoint on-prem, depuis l'extérieur au travers Azure AD. Mais il ne nous donnait pas accès à des
à du RDP, à du HTTP, à du TCP, etc., à du SMB, etc. Donc ça, c'est l'avantage et on va dire la plus-value en fait du Global Secure Access. D'accord? Donc, du coup, je vais vous montrer un petit peu. Rappelez-vous, hein, l'interface c'est entra.microsoft.com. Je retourne sur Global Secure Access et la première chose à vérifier, c'est venir en fait sur la partie connexion, traffic forwarding, comme on peut le voir ici. Et en fait, là, on peut voir que j'ai deux profils. D'accord? J'ai le profil Access Profile M365, ça c'est la partie Internet Access que j'ai déjà montré la semaine passée. Et j'ai la partie Private Access Profile. Donc je l'ai activé. Une fois que j'ai activé ça, d'ailleurs en fait on peut un peu le faire dans l'ordre, mais c'est pas grave. Une fois que j'ai activé ça, je vais devoir installer mon connecteur. Donc mon connecteur qui est ici, mon Application Proxy. Donc là je l'ai connecté, tout simplement en fait je vais vous montrer. Hein. C'est une machine virtuelle. Il faut juste que j'aille ici. Je vais prendre le temps de me connecter dessus tout à l'heure. Donc c'est une machine virtuelle auquel en fait j'ai installé tout simplement le connecteur service, c'est-à-dire l'application proxy. Une fois que c'est installé ici, donc c'est STCDC1, d'accord. Là, alors encore une fois, hein, je fais du quick access parce que là il y a sinon beaucoup de choses à faire parce qu'en fait vous pouvez créer des groupes en fonction de votre plaque géographique. Vous voyez? Typiquement ici, par exemple, si j'ai, je sais pas, si j'ai des gens aux USA, je ne veux pas qu'ils viennent se connecter au proxy qui est en Europe. Donc du coup, je vais leur faire un truc au plus proche de eux pour optimiser le trafic, tout simplement depuis les connecteurs et les régions. D'accord? Là, pour l'instant, moi, j'en ai qu'un qui est ici, qui est activé et qui est fonctionnel. D'accord? Donc il est aux États-Unis, puisque tous mes serveurs sont aux États-Unis au niveau Azure, tout simplement. Donc là, vous voyez ici, j'ai mon connecteur. Donc après, une fois que j'ai fait mon connecteur, je reviens ici sur la slide. Je reviens sur ma slide, le App Proxy, le connecteur groupe. Je vais m'attaquer à ma partie Quick Private Access Ressources. Donc là, je vais aller dans la partie application et j'ai un truc qui s'appelle Quick Access. D'accord? Donc le Quick Access, c'est une application qui est déjà provisionnée pour vous, qui est en default. Là, moi, je l'ai appelé RDP, par exemple. Et ici, je vais mettre mes applications dans le segment. Donc, par exemple, si j'ai un serveur Linux, je vais mettre, soit je mets son FQDN, parce qu'il faut que le DNS suive derrière, soit je mets son IP. Je mets mon truc et je mets mon port 22, par exemple, pour le SSH, typiquement. D'accord? Donc là, vous voyez que j'ai deux serveurs. Et là, j'ai juste 3389 parce que je souhaite accéder en RDP à ces serveurs depuis l'extérieur, depuis n'importe quelle location. Ok, vous allez voir ensuite derrière la démo qui est intéressante. Après ici, je peux venir changer bien sûr les settings de la Quick Access qui est déjà définie. Et en fait, c'est ni plus ni moins qu'une application dans Azure. D'accord, elle a un ID, etc. Ce qui est intéressant, c'est que je peux venir dans Network Access Properties et venir ici, comme je vous le disais, changer des segments, rajouter des trucs. Ok. Et là, vous voyez bien que le connecteur groupe, il est bien dans mon connecteur default. Vous voyez, ça c'est important à comprendre. Hein. Cette application RDP là que j'ai créée qui s'appelle RDP, elle suit bien mon connecteur qui est ici, qui est dans le groupe default. Hein. Je l'ai appelé default. Il est là, d'accord? Parce que c'est ça qui permet de faire la proxification. Ok. Au niveau de. Donc ça, c'est un serveur qui est installé on-prem, d'accord? Ce serveur-là, il est installé on-prem. Il n'est pas exposé sur Internet, il fait que de la sortie du 443. Et en fait, en installant ce proxy va se connecter à Microsoft Entra. Et c'est ça qui permet la magie de se connecter à des serveurs on-prem, à des ressources on-prem, sans pour autant les exposer en DMZ, comme on faisait avant dans les années 90-2000. D'accord? Ça, c'est important à comprendre. Hein, ok? Donc là, du coup, ici, dans mon Quick Access, voilà, j'ai mis ici du RDP de manière simple pour pouvoir y accéder directement. Et là, vous voyez que j'active, en fait, ça c'est important, j'active l'accès depuis le client Global Secure Access Client. D'accord, ça c'est important. Là, je l'ai appelé RDP. Et donc, ce qui est encore plus intéressant, c'est que si je vais sur Conditional Access, ici, vous allez voir que je vais pouvoir, donc là j'ai une Priv Access ici, je vais pouvoir fixer en fait des règles Conditional Access sur mon application. Donc là, elle s'appelle RDP. Elle est là, mon application. D'accord? Donc si je vais ici,
je vais pouvoir bien évidemment la retrouver. Elle est là, mon application RDP, parce que c'est ce que j'ai créé avec la partie Quick Access. Après, donc, si je souhaite faire du Access App de manière un peu plus évoluée, c'est là que je vais venir créer des nouvelles applications et créer des segments en fonction des applications. Bien sûr, je peux le mettre sur le même. Donc là, vous voyez, par exemple, je peux faire segment dev, d'accord? Et dans ce segment dev, là, je vais pouvoir mettre plusieurs choses. Je vais remettre par exemple la même chose que tout à l'heure. Alors attendez, parce que je me rappelle plus de son IP. Ça, c'est les joies du direct. Tiens. Donc là, c'est 33,89. Par exemple, je vais remettre ça. D'accord? Ça, c'est juste pour simuler, parce que je ne vais pas les utiliser. Ensuite, je vais mettre par exemple un autre serveur applicatif. Typiquement, je vais mettre celui-là. D'accord? 33,89. Encore une fois, hein, là je suis sur du RDP, je peux mettre des ranges, ok, je peux mettre directement des noms et je peux aussi faire ça. Hein. Je peux aussi faire ça et ici, attendez, je vais chercher. Voilà, et là par exemple, je peux faire du SMB, du 445 par exemple, ok. Et donc là, qu'est-ce que ça veut dire ce segment dev ici? Quand je vais faire save. Vous allez voir ce qui va se passer. J'espère juste que ça va pas me... J'aurai pas d'effet démo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à le... Parce que c'est vrai que c'est une partie qui est assez compliquée. N'hésitez pas à les poser dans le Q&A en fait directement. Ce sera plus simple pour moi d'y répondre et de vous donner les meilleures réponses. Si c'est possible, bien sûr. Ok. Donc là, je viens de créer mon segment dev ici avec tous ces serveurs. Donc vous imaginez que je peux mettre ce que je veux en fait ici. Ok. Et donc si je vais sur Enterprise App, donc là je vais retourner sur Entra, je vais aller sur Identity, je vais aller sur Application, je vais chercher ça. Vous voyez qu'ici, il m'a créé mon application segment dev. D'accord. Donc par défaut, si je vais dessus, après il faut comprendre comment ça fonctionne en termes d'accès. C'est que là, dans Properties, pour ceux qui connaissent bien ça, vous avez cette valeur qui est très importante, Assignment Required. Si je la mets à No, en fait, ce qui se passe, c'est que n'importe quelle identité dans Azure AD pourra accéder à l'application, si bien sûr ils savent où aller. Si je mets Yes, je suis obligé de venir ici, dans User and Group, et de mettre le groupe d'accès à l'application. Donc bien sûr, la best practice, c'est de faire ça, bien évidemment. D'ailleurs, vous voyez dans mon Quick Access, si je reviens sur mon Quick Access, c'était la partie, elle s'appelle RDP. Bon, RDP ici, bon, j'ai fait des users, mais c'est pareil. Là, en Properties, je suis bien en Required. Elle n'est pas visible par les users, et surtout, là, j'ai autorisé mes utilisateurs. Bien évidemment, je dois faire un groupe, les groupes en fonction des segments, enfin, vous l'avez compris, hein, là, c'est juste pour faire des tests. Je ne vais pas trop me casser la tête, mais voilà, c'est des choses que vous pouvez voir ici. On pourra ensuite voir les logs d'accès à ces serveurs. Je crois que j'ai pas grand-chose, parce que en fait, finalement, ça fait longtemps que j'ai pas testé. Mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Non, il y a... Moi, je vais laisser attendre, mais il n'y a pas grand-chose. Donc, voilà la partie construction de cette mécanique ici. Donc maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe côté client. Attendez, je vérifie juste si j'ai rien oublié. Donc, je vous ai montré la partie connecteur, la partie Quick Access, la partie où est-ce qu'on active le profil, donc c'est-à-dire ici. Ça, il faut que ça soit activé, sinon ça ne fonctionne pas, le Private Access. Voilà. Et maintenant, bien évidemment, le client, vous le téléchargez ici et vous pouvez le mettre en place. Regardez maintenant la nouveauté, ça n'existait pas lors du webinaire que je vous ai présenté. On est capable bientôt de le déployer sur Android, sur iOS. Et enfin, maintenant, ça c'est Early Access, donc vous ne pouvez pas y accéder. Regardez, il faut demander un formulaire ici. Donc je vais le faire pour faire des tests pour vous. Et voilà, donc ça veut dire que même vos téléphones vont passer sur du SSE pour accéder à des informations. Si ça, c'est pas la folie, franchement. En plus, tout ça avec l'Azure AD, des Conditional Access et le MFA, etc., etc., etc. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir sur ma machine. Vous voyez, j'ai une machine ici. D'accord. Cette machine, elle a ses paramètres de réseau suivants.
Donc, je suis sur un réseau 172.16.04, un truc classique, c'est-à-dire c'est une machine qui est par exemple chez moi, à l'extérieur, où vous voulez, d'accord? Donc, je ne suis pas dans le réseau de l'entreprise, parce que le réseau de l'entreprise, si vous suivez, bien sûr, j'espère que vous l'aurez compris, bah, le réseau de l'entreprise, il est en, si je vais sur Quick Access, il est en 10.00 quelque chose, hein. Regardez ici, d'accord? Donc, c'est pas le même réseau. Donc, je ne suis pas censé atteindre ces réseaux, parce qu'il n'y a pas de routage entre les deux, il n'y a rien, d'accord? C'est pas exposé, c'est pas possible normalement, ok? Et donc ici, je reviens sur ma machine qui a ce réseau-là, d'accord? D'ailleurs, si je ping, ça ne doit pas marcher, c'est normal parce que le ping n'est pas autorisé et je ne souhaite pas que le ping soit autorisé. Je vais sur mon Global Secure Access, on voit que je suis connecté avec mon client, d'accord? Donc là, je vais peut-être lancer un petit client checker pour vérifier que tout va bien en termes de client Global Secure Access de Microsoft Entra d'Azure Active Directory. Là, vous voyez que tout va bien. J'ai mon cache token qui est là, qui est OK. Et surtout, je vais pouvoir avoir la partie Private Access qui est ici. D'accord? Donc, qui est bonne. Donc là, ça veut dire que je suis bon. Maintenant, je vais pouvoir aussi vous montrer le connexion diagnostic. D'accord? Et le connexion diagnostic, donc là, il faut qu'on attende un peu pour qu'il arrive à avoir l'acquisition. Ce qui est important, c'est de voir ici. Là, vous voyez que j'ai le profil 365 et Private. Donc ça, c'est quoi? Ça veut dire que j'ai activé les deux profils qui sont là, en fait. Au niveau forwarding, ça veut dire que j'ai activé, au niveau de la connexion, la partie M365 Access Profile. Ça, c'est la partie Internet Access. Et ça, c'est la partie Private Access. Donc ça a été activé directement ici, donc c'est pour ça que je le vois ici. Ok, donc là je vois les services, le tuning, le management service et le policy qui sont activés, donc ça veut dire que je suis capable de recevoir des policies. Je suis capable d'atteindre Microsoft 365 Entra via les routeurs Microsoft parce que je passe par ce tunnel là, d'accord, tout simplement. Donc là c'est les logs qui vont arriver tout à l'heure et ça c'est les flows aussi que vous pouvez voir ici, tout simplement. Ok, donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement éteindre. Donc je vais faire un résumé, enfin un pause, pardon. Une fois que mon client a été posé, il faut attendre un petit peu, hein, ça met un peu de temps. Voilà, donc là vous voyez que le client a été posé. Si je viens ici et que j'essaye d'attaquer ce segment, ici, enfin ce segment, mon serveur depuis l'extérieur, encore une fois, hein, depuis une machine qui n'a rien à voir, hein, d'accord, comprenez bien, je ne suis pas sur le même réseau, hein, ok. Là vous voyez que de toute façon, ça ne risque pas de marcher. Et ce qui est normal, c'est ça le résultat attendu. Okay, là, c'est comme s'il a quelqu'un dans la salle, en fait, il m'envoie son IP privé, il me dit tiens, connecte-toi à mon serveur. Vous imaginez bien que c'est pas possible. Il n'y a pas de publication RDP, il n'y a pas de NAT, il n'y a pas de PAT, il n'y a pas de routage, il n'y a rien. Et ce qui est normal, hein, ça c'est normal. Vous voyez ici, ça ne marche pas. Maintenant, si je rallume mon petit client, et je vais faire un résumé. Ok, ici. Donc là, mon client a été allumé. Ok. Et donc là, je vais retenter d'accéder au 10.0.0.12. Là, regardez ce qui va se passer. Automatiquement, j'y ai accès. J'y ai accès. Pourquoi? Parce que tout simplement, je suis dans cette configuration-là, à savoir ici. Pardon, excusez-moi, je perds toujours ma souris. Ah oui, en fait, c'est pas bon de faire comme ça. Hein. C'est pas bien ce que j'ai fait. Attendez. Voilà. Je comprends pourquoi je perds ma souris, en fait. Je suis en fait dans cette configuration-là. C'est-à-dire que j'accède à des applications on-premise via Azure Active Directory au travers du client Global Secure Access. Donc ça veut dire que si j'ai pas de client, je n'accède pas à ces trucs-là. Donc vous allez me dire, ah oui, mais c'est comme du VPN, enfin, c'est pareil que le VPN. Mais non, parce que le VPN n'utilise pas le même flux, n'utilise pas les services Edge et ne passe pas par les conditional access. D'accord? C'est ça qui est important. Parce que derrière, comme je vous le disais, je pourrais très bien, après, vous connaissez les conditional access, hein, donc après, je pourrais très bien venir ici, dans sécurité, protection, conditional access, et venir en fait jouer un petit peu avec cette partie, d'accord? Jouer, c'est-à-dire mettre des choses, enlever des choses,
etc., etc. Ou alors mettre en place des trucs qui me conviennent. Typiquement, je peux lui dire déjà qui a accès. Donc là, l'application, c'est là. Et je vais lui mettre des conditions. Voilà. S'il est risqué, s'il a un client différent, s'il a, etc., etc. Lui demander du MFA, tout ça, tout ça. D'accord? Et faire aussi de la session contrôle. Okay, donc ça, c'est important aussi. Et vous voyez ici, maintenant, je peux utiliser le Global Secure Profile. D'ailleurs, ça, pour l'instant, ce n'est pas possible. Enfin, il dit que ça marche uniquement avec le Global Secure Access, d'ailleurs. Vous voyez, ici. Donc là, parce que j'en ai pas créé. Voilà, donc ça, c'est quand même des choses qui peuvent être intéressantes et qui vous permettent donc d'accéder à des ressources au travers donc du ZTNA, donc à savoir le Zero Trust Network Access. Après, si je reviens ici en termes de log, alors le problème c'est toujours pareil, puisque les logs, il faut toujours attendre un petit peu. Et en fait, si vous cherchez, bon, mon utilisateur c'est lui. En fait, ici dans les logs, vous allez pouvoir rajouter, juste que je le retrouve. Toujours du mal à le trouver en fait, l'application. Pardon. Donc tout ça pour comprendre que l'accès à l'information qui est on-prem passe par le Global Secure Access, passe par le Edge et passe par les Conditional Access. C'est l'intérêt, c'est-à-dire qu'en fait, limite, il n'y a rien de réseau là-dedans. Parce que le réseau, il est encapsulé dans toutes ces technologies. Vous voyez? Et donc là, finalement, on s'affranchit un petit peu de cette couche réseau en fait, qui viendrait nous polluer tout simplement. Voilà. Donc en fait, je pense... Ah ben voilà, c'est ça. Regardez ici. Bah, comme vous pouvez le voir, donc je n'ai pas besoin de faire de filtre parce qu'en fait j'avais déjà fait. J'ai mes logs conditional access. Donc j'ai l'accès au M365. Donc ça veut dire que j'ai accédé à Azure. Enfin, là j'ai accédé à quoi d'ailleurs? J'ai accédé à Microsoft Entra. Donc je me suis fait une connexion directement en passant par le Global Secure Access donc de Microsoft, mais sur la partie M365. D'accord. Et la partie privée qui est là aussi, comme on peut le voir là, avec du MFA qui est passé, etc. etc. D'accord, ici. Après, vous pouvez le voir. Bon, là, vous voyez que je suis en Virginie, hein, donc j'ai des trucs. Et là, vous voyez que la condition access ne s'est pas appliquée à part la partie MFA. Donc, vous voyez que même le MFA s'est appliqué sur mon Zero Trust Network Access Client Private. Et donc, c'est l'intérêt, si vous voulez, de ce genre de solution. Si je fais comme ça, parce que je crois que j'en avais plusieurs de ZTNA, je vais voir. Ouais, enfin, j'en avais pas fait beaucoup finalement hein, depuis des tests, mais voilà, comme vous pouvez le voir ici, on a ce genre d'informations qui sont intéressantes. Voilà pour cette partie Private Access, partie 2, d'accord. Donc on verra plus tard pour la partie Quick Access App qui est un peu plus globale. Donc là, je vous ai montré en termes de démo le Global Secure Access, le Private Access, la partie Application Proxy, les tests de connexion depuis l'extérieur, pardon, hop, et les logs. Okay. Donc là, comme ça, au moins, vous êtes au clair. Maintenant, toujours pareil, hein, je finis toujours par quelques petites nouveautés. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait exprès de ne pas trop parler des Ignite, mais quand même, je vous donne un truc important, c'est que vous êtes capable hein, d'y aller directement. Je vous donne les liens. Vous avez déjà ce lien qui vous permet d'accéder, je pense que vous savez tous, mais je vous le donne quand même. Le Book of News Ignite 2023. Là, vous avez absolument tout dedans, d'accord? Ce lien. Je vous l'envoie ici. Et ce lien-là, tout simplement, vous avez accès à tout. D'accord?
toutes les nouveautés de tous les produits. Donc nous, on va se concentrer sur la partie, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de copilotes, hein, forcément, et je ferai bien évidemment des sessions copilotes et surtout Security Copilot, donc je suis en train de me former à fond dessus, et je vous montrerai un petit peu comment ça marche, surtout la partie compliance, donc copilote, qui va être intéressante. Et ça va être un enjeu très important. Dans Security Copilot, en fait, il faut voir qu'on va pouvoir avoir de la Security Copilot dans Microsoft Entra ID qui va nous aider à investiguer les risques et faire du troubleshooting, comme on peut le voir ici. Donc le Power Security Copilot va pouvoir nous aider, va pouvoir aider les IT admins à demander, voilà, des groupes, des users, des signes, des permissions, qui ont et faire des gets sur des risques, sur des steps, des remédiations, etc. Donc ça, c'est super important. Ça va vous aider à faire du hunting de manière intelligente. Ok. Comprenez bien que ça, c'est quelque chose qui va vous aider. Vous allez pouvoir lui dire, bah tiens, donne-moi les logs du user d'une telle date à une telle date, qui s'est connecté depuis telle IP, est-ce qu'il a été trusté ou pas, machin. Enfin, c'est vraiment un truc de dingue, ça fonctionne merveilleusement bien. Là, d'ailleurs, vous avez plusieurs langues hein, ici. Hein. Bon, il n'y a pas le français, mais ceux qui ne parlent pas anglais ou quoi, vous avez plusieurs langues ici. Donc ça, c'est le premier point. Après, vous avez d'autres liens ici qui sont intéressants, hein, je vous laisserai les voir. Et tout ça pour dire que Microsoft, ben, en fait, l'entrée vers l'AI, en fait, ce n'est que le commencement. Vous avez vu avec OpenAI tout ce qui se passe, avec ce qui s'est passé aussi avec Azure OpenAI, et vous avez maintenant M365 Copilot, vous avez Security Copilot, et je vous rappelle que vous avez aussi Azure for Copilot, enfin, excusez-moi, Copilot for Azure, qui va vous permettre de créer des workloads Azure, mettre les fichiers JSON, créer des fichiers JSON, créer des clusters Kubernetes, créer des ressources groupes, ce que vous voulez, de manière pratiquement automatique, parce que il va pouvoir vous aider à faire tout ça. D'accord. D'ailleurs, en fait, je parlais avec un collègue, un ami la semaine passée. Je fais moins de sessions Azure parce que tout simplement il n'y a pas assez de demandes. Mais comme je vous le disais, les prochains webinars qui vont arriver, donc la 4 série qui viendra plus tard, là on va plutôt parler Azure. Bien sûr, toujours autour de la sécurité, mais on parlera quand même pas mal d'Azure. Après, voilà, en fait, le problème d'Azure, c'est que ça s'essouffle un peu. L'infra, voilà, déployer un virtual network, déployer une VM, déployer un SQL ou ce que vous voulez. Si vous voulez, c'est pas ça vraiment le plus intéressant. Hein. Je veux dire ça, vous trouvez de la doc, vous pourrez toujours déployer quelque chose. C'est pas Mais ce qui est important, c'est de comprendre derrière. Une fois que ces trucs sont déployés et que vous arrivez en tant qu'expert, vous analysiez la situation. Ou alors vous arrivez en amont et vous faites le design de ça. Par exemple, les landing zones, le hub and spoke, de manière un peu plus granulaire que ce qu'on le voit aujourd'hui chez certains clients, les express routes, bien configuré avec les circuits qui vont bien, avec la sécurité qui vont bien, etc., etc. Les private endpoints pour tout ce qui est passe. Enfin voilà, c'est plutôt ces choses-là qui sont intéressantes. Hein. Par exemple, quand j'ai un compte de stockage, plutôt que d'utiliser la clé Microsoft, je vais plutôt privilégier ma clé Customer Key. Donc je vais venir avec ma propre clé, faire des rotations de clés et utiliser les Key Vault Premium pour pouvoir apporter de l'agilité sur la révocation des clés, etc. C'est ça qui est important. J'ai fait beaucoup de webinaires sur les application gateway, sur les Azure Backup, ASR, etc. Mais bon, ça reste quand même des sujets qui sont plutôt vraiment trop infra, qui sont bien, mais c'est pas des sujets en fait sur lesquels vous allez, on va s'épanouir. Donc c'est pour ça que je me permets de faire des choses de manière un peu plus deep dive sous un autre angle, qui permet en fait je pense d'aider tout le monde. Donc du coup là, je vous ai laissé ici quelques nouveautés. Je vous laisse regarder, et surtout là il parle Microsoft en fait de la partie Microsoft Entra qui va arriver avec la partie ZTNA. On fera la transition du traditionnel VPN vers ce nouveau mode ZTNA qui nous permettra donc d'avoir quelque chose d'extrêmement intéressant. Microsoft va aussi intégrer normalement le client Global Secure Access, ce client que je vous ai montré ici. En fait, là, je l'ai installé avec une thune, etc. Hein, d'accord. Et en fait, plus tard, il sera intégré directement dans Windows. Alors, je ne sais pas quand, mais tout ce que je sais, c'est que ça a été annoncé au Ignite, donc il faudra voir quand est-ce que ça sera intégré. Mais voilà, ça a été annoncé au Ignite, c'est public, donc il faudra voir dans le futur. Donc ensuite, en termes de General Availability, la dernière fois, je ne pouvais pas trop en parler parce que c'était un peu compliqué, c'était en private preview. Vous avez tous vu normalement, ceux qui font de l'Azure AD, vous avez tous dû voir ceci. Alors, attendez, je vais y retourner. Protection Conditional Access, vous avez dû voir normalement ceci. C'est de Policy Management. Enfin, Manage Policy, pardon.
D'accord? Donc, ce sont deux policy management conditional access qui vous permettent d'avoir de la sécurité du MFA par défaut chez Microsoft. La première ici, ça vous donne du MFA pour les admins sur les portails admin. D'accord? Donc là, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez venir, vous pouvez choisir les rôles, en rajouter. D'accord? Ici. Enfin, la modifier, enfin pas la modifier, pardon, mais sélectionner les users. D'accord? Et aussi, vous voyez, par défaut, ils vous ont sélectionné un certain nombre de rôles. Mais pour moi, en fait, ça ne me va pas dans le sens où, si je suis Zero Trust, c'est que je coche tous les rôles. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas en cocher que 14 les plus on va dire, les plus, comment je pourrais dire, les plus sensitives. Je vais quand même tout cocher. Déjà, ça, c'est le premier point. C'est pour ça que pour moi, je recommande de toute façon, si vous faites un hardening, ça d'ailleurs, j'en parlerai la semaine prochaine, mon nouveau modèle hardening Microsoft Conditional Access de fin d'année et 2024, normalement, vous n'avez pas besoin de ça. Hein, d'accord? C'est juste que Microsoft, par contre, c'est bien ce qu'ils font, c'est que by default, by design, ils vous proposent du MFA sur tous les admin portals. Donc, pour l'instant, c'est cela, mais bien sûr, ils vont l'enrichir. D'accord? Donc, ça, c'est important. Bien évidemment, les templates existent déjà. Vous pouvez aussi les utiliser. Ça vous donnera des avis, des idées. Là, c'est l'application. En fait, ça va directement aller sur Microsoft Admin Portal. Et en fait, vous voyez, quand vous allez sur l'application Admin Portal, j'en ai parlé la semaine passée, c'est toutes ces applications-là, en fait. Regardez. Pour l'instant, vous voyez, il n'y a pas tout. Hein, d'accord? Donc, il manque, par exemple, là, je crois qu'il me manque le... Non, 365 Defender, il est là, donc c'est admin. Mais vous voyez qu'ils disent qu'ils continuent à mettre d'autres portails, bien sûr. Là, il manque Power BI et des choses comme ça. OK? Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, pardon, ici, donc vous avez ce truc-là qui vous permet d'avoir du MFA pour les admins sur ces admin portals. Donc ces admins, encore une fois, sont fixés par les rôles qui sont là. D'accord? Et en plus, si vous avez du PIM, vous n'avez pas intérêt à activer ça. Parce que le PIM, normalement, le MFA s'active que quand vous avez le privilège, quand vous le demandez, avec l'authentification contexte, basée sur du contexte, mais ça, on le verra aussi lors des prochains webinaires. La deuxième, par contre, qui est intéressante, qui est celle-ci, c'est que là, il vous demande en fait du MFA. Regardez ici. Il demande en fait du MFA. Donc, si je vais vérifier un petit peu la conditional access, à quoi elle correspond, je vais faire edit. Comme ça, on la comprend. Donc là, elle touche tous les users, d'accord? Et elle exclut bien sûr l'administrateur pour l'instant, votre administrateur. Elle touche toutes les applications. Et là, en fait, elle va faire un sign-in risk. Aïe. Ça, ici, si vous n'avez pas Azure AD P2, ça ne fonctionnera pas. Si vous n'avez pas Microsoft Entra, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Donc ça, c'est important de bien comprendre ça. Hein, okay. Donc ça, déjà, c'est pour les gens qui ont du P2. Et donc là, c'est pareil. Moi, dans mon modèle, en fait, je le mets déjà, ce truc. Donc du coup, je n'ai pas besoin. Donc, si vous n'en avez pas besoin, ce qu'il faut faire, vous venez ici et vous pouvez les passer directement en off. Et là, du coup, ça va passer en off. Si vous les laissez en report only comme Microsoft vous l'a proposé, puisqu'il le propose d'abord en report only, ça va durer 90 jours et ensuite ça va passer en on automatiquement. Ok. Ce qui est important à comprendre, là donc d'ailleurs je crois que c'était ça que je voulais vous montrer. C'était celle-là, c'est qu'en fait cette condition, elle vous permet, en fait, elle permet aux entreprises aussi de faire passer vous savez, de passer du du MFA traditionnel vers du vrai conditional access. C'est pour ça que ça a été mis en place, parce que sinon, vous savez, il faut faire un script pour convertir. Pourquoi je vous parle de ça? Je pense que tout le monde connaît cette interface qui est en train de mourir et qui va mourir. Et il faut comprendre, et ça j'en ai parlé d'ailleurs lors du dernier webinaire, mais je vais juste remettre une piqûre de rappel ici. Il faut comprendre ici que le MFA, vous pouvez le gérer directement ici, d'accord? Mais c'est pas parce que ici c'est déliblé que vous n'avez pas du MFA. C'est juste que lui, en fait, par exemple, Adele, quand elle passe sur des conditional access pour avoir du MFA, lui, il sait pas l'interpréter parce qu'il gère pas les conditional access. Donc, si vous avez des gens qui sont enablés ici et que vous voulez les convertir en conditional access, il faut faire, en fait, il y a un script que Microsoft a donné pour convertir tous ces trucs-là en mode conditional access et ensuite vous créez votre conditional access. Donc Microsoft, avec ça, avec la manage policy, c'est ce qui vous permet en fait tout simplement de faire la transition de manière automatique, tout simplement.
Ok, ici. Après, on a la partie passkey, on en reparlera plus tard. On a le token protection, comme je vous l'ai dit, qui est en train d'arriver. Et puis, truc important, comme je vous l'ai dit, on a Security Copilot dans Entra, qui en private preview pour l'instant, donc c'est pas encore annoncé en GA, qui va aussi arriver très bientôt. Et là, vous voyez ici, Internet Access sur Global Secure Access va accepter toutes les applications. Cloud, Pass, donc ça c'est génial, et le Private Access qui va arriver aussi. Donc je vous laisse ça, je vous remets ça ici pour vous aider sur la partie Microsoft Managed Policy pour les Conditional Access. Pour vos clients, si vous avez un modèle mature de Conditional Access, ça ne sert à rien de les laisser activer. D'accord ? Et voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, je suis tout oui pour y répondre, puis je vais devoir vous laisser. Alors, je vais reprendre ici. J'avais des trucs ici. Je sens que Microsoft va licencier l'utilisateur. Ouais, je pense aussi. Hein. Je pense que pour moi, ce sera plutôt à l'utilisateur le licensing. Hein. Enfin, je pense. Oui, Direct Access, c'était fiable, mais très, très, très compliqué, honnêtement, à mettre en place. C'est, je pense, l'un des produits les plus difficiles, honnêtement, que j'ai pu mettre en place dans, on va dire, ma petite carrière. Moi, je travaille depuis 2012. Et franchement, c'est l'un des produits que j'ai eu le plus de mal à mettre en place, surtout dans des grosses organisations. Non, je ne pense pas que le transfert de données soit facturé, en tout cas pas à ma connaissance pour l'instant. C'est méchamment inspiré de Zscaler, ce sont des notions de segments. Bien sûr, ah oui, mais c'est ce que je disais, hein, donc je ne sais pas qui. C'est Greg. Bien évidemment, c'est ce que je te disais au début, c'est que Microsoft, de toute façon, veut ce marché de Zscaler et d'Aruba, etc. Donc, ils font exactement la même chose. Donc, ils ne réinventent pas la roue, si vous voulez. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est intégré à l'identité et les conditional access et du Entra. Et c'est ça qui fait que c'est beau et c'est intéressant pour tout le monde, surtout quand vous avez de l'Azure AD. En fait. Et exactement, ça renforce l'usage de l'application qui se limitait uniquement à HTTPS. Oui, tout à fait, je suis complètement d'accord. Donc, on peut imaginer un scénario avec des postes AAD Join qui ouais, exactement, c'est tout à fait ça. Un poste qui est AAD Join, d'accord, qui n'est pas joint au domaine, parce que les contrôleurs de domaine bientôt, ils vont, enfin, plus on avance, plus on en aura moins besoin. Du coup, oui, vous allez pouvoir vous connecter directement à des applications on-prem depuis l'extérieur. Rien à voir à ce que tu prévois des sessions sur le DAS. Alors, je ne sais pas encore, il faudra que je regarde, mais pas prévu en tout cas dans mes agendas. Oui, si on prête l'identité, si on prête une machine, t'inquiète pas. En fait, le Global Secure Access, le client là que je vous ai montré, là, ce client, il se connecte aussi avec du MFA, hein, ici. Hein. Il se connecte avec du MFA et FIDO2, etc. Donc, ça, c'est cool. Alors, passkey, non, j'ai pas encore testé, mais je crois qu'apparemment ils disent que c'est plutôt 2024. Alors là, c'est que des previews, des trucs comme ça, mais j'ai pas vraiment testé honnêtement. Je sais que c'est maintenant possible quand tu fais ton enrôlement, en fait FIDO2, il te propose aussi du passkey, mais honnêtement, je n'ai pas encore testé, mais c'est prévu, je vais le tester bientôt et je vous ferai un retour de toute façon. Ouais, je pense qu'il y a 2 semaines, à mon avis, c'est normal. Hein. Donc, je pense qu'il faut laisser que les choses se passent. Ah, j'ai des questions ici. Ok, je vais regarder. Ah oui, tout à fait, j'ai des questions, merci. Pour remplacer mon VPN, je souhaite faire une étude financière entre les mains. Oui, en fait, je suis obligé de l'user à utiliser le flux.
Ouais, tu peux après, comme je t'ai dit, en fait, ta segmentation, Jean-Baptiste, tu la gères comme tu veux, en fait, hein. Là, moi, j'ai donné des exemples. Après, bien évidemment, tu la gères comme tu veux, hein. Et tu passes bien par des conditional access qui utilisent le flux. Non, non, c'est en fait le fait que tu passes surtout avec le client qui fait que tu passes par le flux privé access, en fait. C'est ça qui est important. Alors justement, quelles conditions valider conformité à stade de l'agent? Bah, je peux valider si c'est un Intune compliant, par exemple, en fait. Tu vois? Et AD Join, donc ça fonctionne. Non, alors Frédéric, pour le private access, la machine doit être uniquement à AD Join. Vous vous rappelez ici, on ne parle pas d'hybridation pour l'instant. Donc si je vais ici, ça je peux vous le montrer tout de suite. Dans la partie client, vous regardez ici les. Hop, c'est uniquement entre AD Join pour l'instant. Okay. Je ne pense pas que, comme je le disais, le transfert soit payant, mais il faudra regarder. Est-ce que la cible RDP a besoin de se connecter à Internet? Non, non, elle peut être isolée d'Internet parce qu'en fait, c'est le serveur proxy qui va discuter avec elle. Par contre, le serveur proxy, lui, oui, a besoin de discuter avec Internet et Microsoft, du moins. Est-ce que cela peut proxifier un site web en 443 via WebSocket sur la même IP cible en port? Bah, pour moi, oui. Je vois pas pourquoi. À tester, mais je n'ai jamais testé, mais. Okay. Super, merci beaucoup. Et puis bah écoutez, on se tient au courant pour la suite, pour d'autres events. Merci Fred, au plaisir de te revoir en tout cas. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'ai été le plus complet possible. Sachant que, comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez chercher du contenu sur Entra Global Secure Access sur Internet. Il n'y en a pas des masses. Hein. Et surtout des webinaires en français, il y en a pas tant que ça, je pense. Après, ouais, je vois que là, le soir, en fait, c'est compliqué. Donc, j'ai mis un webinaire donc la semaine prochaine, mercredi entre midi et 2. Donc, on verra si ça passe ou pas. Merci, Alex. Plaisir de t'avoir revu, comme d'habitude. Ouais, tout à fait. En fait, bah, de toute façon, je vais poster le replay sur ma chaîne. Ça, c'est sûr. Donc après, ceux qui veulent y aller, hein, je vous donne le lien. Encore une fois, en fait, le but pour moi, ma chaîne, c'est vraiment pour poster des trucs, etc. Donc, avoir des abonnés, je suis pas trop dans ces trucs-là. Donc, c'est plutôt vraiment partager mon contenu, en fait. Hein. Donc, c'est pas un souci. Je vous donne le lien. Pour ceux que ça intéresse. Et en fait, il y a pas mal de contenu, pas mal de vidéos. Merci beaucoup, François. Ça marche, les amis. Merci bien. Et on se dit à très bientôt. Donc, ça sera sur la chaîne, je pense, d'ici vendredi. En général, je poste ça ou samedi matin. Ciao, bonne soirée.